Fabienne me donner l'occasion de faire quelques propos introductifs sur en fait, les données et quelles données peuvent servir à la recherche. Donc moi je suis Florence Meunier, médecin de santé publique, responsable du registre des cancers de Loire-Atlantique et Vendée. Alors je vais essayer de vous expliquer brièvement ce qu'est une donnée structurée du point de vue du chercheur et pas tout à fait du point de vue de l'informaticien qui, normalement, deux définitions doivent se rapprocher, mais on n'attend pas exactement les mêmes. Donc une donnée structurée, c'est une donnée qui a une définition précise pour répondre à un besoin, à un objectif qu'on se fixe. Elle doit être codée de façon standardisée avec des modalités prédéfinies. Donc, par exemple, chirurgie, oui, non, ne sait pas, ou date de naissance avec jour, mois, année. Elle doit être stockée dans une base de données avec un format bien spécifié pour chaque variable. Donc par exemple, pour une date, on aura un format date, on peut avoir des formats numériques, on peut avoir éventuellement des formats texte. Par exemple, une commune de résidence, c'est une donnée structurée, mais en format texte. Et donc une donnée structurée nécessite, pour être produite, de suivre des règles et des référentiels de codage très précis. L'avantage, c'est que cette donnée va être précise et surtout, elle va être reproductible, c'est-à-dire qu'un même événement va être codé de la même façon, quelle que soit la personne qui va la coder. Et donc ça permet d'être absolument reproductible et ça permet également, après, d'être exploitable pour le besoin défini initialement. La limite, c'est que c'est une donnée synthétique et qu'elle donc a tendance à simplifier un petit peu la réalité, puisqu'on ne peut pas résumer la vraie vie en des données fixes. Elle est parfois peu flexible et surtout elle nécessite un codage souvent par des personnels formés spécifiquement aux règles et aux référentiels de codage, qui d'ailleurs, soit dit en passant, évoluent souvent dans le temps et donc les personnes doivent se mettre à jour des règles et des référentiels. Alors à l'inverse, une donnée non structurée, c'est une donnée brute, sans codage particulier, c'est souvent du texte libre. En fait, l'exemple typique, c'est le courrier médical. Il n'y a pas d'objectif d'analyse au départ, et par contre, ça traduit un événement réel. L'avantage, c'est qu'elle est flexible, parce qu'elle va se mouler à la réalité de l'événement. Elle est informative, mais et elle est plus facile à recueillir, parce qu'elle ne nécessite pas de formation sur des référentiels particuliers. La limite, c'est qu'elle n'est pas standardisée, donc elle n'est pas comparable d'une personne à l'autre, et donc elle est difficile à exploiter, avec toutefois un petit bémol, c'est-à-dire que maintenant il y a quand même de nouvelles méthodologies d'exploitation de données non structurées qui se développent énormément. Alors on en est encore un peu au balbutiement, mais c'est un champ d'avenir. Donc un exemple, pour illustrer ce que je viens de dire, par exemple, on veut enregistrer de façon structurée un stade de cancer. Alors, quel stade? Parce que le stade, c'est un processus un peu dynamique. Vous allez avoir le stade au tout début avec les examens cliniques et paracliniques. Ensuite, vous allez avoir la chirurgie qui va rapporter des informations pour un nouveau stade. Et puis, vous allez avoir des examens qui arrivent parfois plus tardivement, 2-3 mois après, où vous allez peut-être avoir une métastase qui va se rajouter. Donc, est-ce qu'on prend le stade au début qui a permis de définir aux cliniciens les modalités de prise en charge initiale? Est-ce qu'on va prendre... donc là, ça permet d'évaluer les pratiques de prise en charge. Est-ce qu'on va prendre un stade un peu plus tardif qui va permettre plutôt d'évaluer la survie et donc les facteurs pronostiques? Donc voilà, il faut déjà définir un objectif dans les variables qu'on va recueillir. Combien de variables vont être nécessaires pour recueillir ce stade? Alors en général, pour un stade, alors on peut le recueillir de façon très synthétique, mais si on veut avoir plus de détails, il faut au moins une quinzaine de variables différentes. Il faut savoir si la chirurgie a eu lieu en premier ou pas. Enfin voilà, il faut beaucoup d'informations. Là, j'ai pris l'exemple en fait du registre de cancer que je connais bien et dont une des activités principales est de transformer de la donnée non structurée en donnée structurée. Donc les personnels vont aller chercher l'ensemble des sources d'informations possibles pour retrouver tous les événements, les examens, les comptes rendus, toutes les données non structurées, pour ensuite pouvoir les traduire dans un codage avec un référentiel prédéterminé.
Donc en fait, voilà, ça c'est les différentes étapes pour aboutir finalement à des variables stockées dans une base de données sous un format structuré sur lesquelles on va pouvoir faire des contrôles de cohérence et qu'on va pouvoir analyser. Alors, un petit panorama absolument partiel, non exhaustif de données qui sont produites en routine de façon plus ou moins structurée pour la cancérologie, dans le cadre du système de soins. Alors je n'ai pas du tout pris en compte les études qui sont réalisées spécifiquement pour une recherche particulière. Là c'est vraiment le recueil de données produites en routine. Donc vous avez les producteurs de soins, dans le cadre du soin, les producteurs classiques, les laboratoires de biologie, les laboratoires d'anapath, les cabinets de radiologie, les cabinets médicaux qui vont produire beaucoup de comptes rendus, des courriers, et c'est des données, alors en partie structurées, parfois sur tous les champs d'identité, et souvent non structurées pour le reste. Les établissements de soins qui vont produire des données structurées dans le cadre du codage des séjours des patients, puisque chaque séjour d'un patient à l'hôpital fait l'objet d'un codage pour son diagnostic et les actes qui ont été réalisés. L'objectif est médico-économique, c'est là-dessus que l'établissement va se faire payer par la Sécu, enfin financer. Et puis il y a aussi tous les dossiers patients, et là c'est des données, beaucoup de données non structurées. Et puis l'assurance maladie qui elle a des données assez structurées puisqu'elle va coder tous les actes réalisés en ville. Dans le cadre du soin en général. Ensuite, il y a la coordination des soins. Dans cette coordination, il y a les centres régionaux de coordination de dépistage des cancers qui va collecter beaucoup de données structurées pour suivre les patients et pour évaluer son activité. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, le réseau régional de cancérologie qui va produire de la donnée partiellement structurée surtout sur l'identité et beaucoup non structurée encore à l'heure actuelle sur le remplissage du DCC, mais un des objectifs est justement d'arriver à avoir davantage de champs qui soient plus structurés pour pouvoir retirer davantage d'informations de ce recueil. Donc après, voilà, il y a des informations, alors tout ça c'est des informations nominatives, il y a des informations anonymes qui vont partir dans des entrepôts de données, qu'ils soient régionaux ou nationaux. Et puis ensuite, vous avez les producteurs de données hors système de soins. Et là, il y a deux exemples. Donc le registre des cancers, qui lui va, comme je vous l'ai dit, récupérer de la donnée non structurée un peu partout et la structurer pour ses objectifs à lui, qui sont l'observation du cancer, donc à la fois épidémiologiquement et sur la qualité de la prise en charge. Et puis il y a l'INSERM, par exemple, qui va recueillir les causes de décès en routine, voilà, hors du système de soins. Donc il y a des flèches entre tous les acteurs. Voilà, donc je vous interroge à la fin de la session. Non, je plaisante, il n'y a rien à retenir, si ce n'est qu'il y a un paysage assez complexe. Et puis ensuite, il y a des utilisateurs secondaires de données qui vont récupérer des informations qui ont été produites en routine par tous les organismes au-dessus et qui vont les utiliser pour des recherches particulières. Donc les chercheurs, les observatoires régionaux de la santé, les décideurs en santé et les agences nationales comme Santé publique France par exemple. Donc à partir des données brutes, ils vont produire des indicateurs, ils vont produire des études de synthèse, voilà, tout un tas de choses. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un réseau complexe de producteurs qui va produire des données plus ou moins structurées avec des objectifs différents. Donc ça c'est important quand même, l'objectif qu'on met au départ dans le recueil de données. Est-ce que c'est un objectif médico-économique? Est-ce que c'est un objectif de suivi du patient, d'activité, d'efficience épidémiologique? Il va y avoir des méthodes différentes, mais l'avantage c'est qu'il va souvent y avoir des référentiels communs parce qu'il y a des référentiels internationaux quand même sur le stade, sur le type de cancer, etc. Voilà. Donc on produit des informations complémentaires et ce qui est intéressant c'est de savoir comment utiliser de façon pertinente l'ensemble de ces bases de données pour avoir une vision complète sur les maladies et sur l'efficacité globale du système de soins, que ce soit à différents temps du système de soins. Et donc pour produire des utilisations pertinentes, il faut bien connaître les acteurs, les producteurs, les utilisateurs. Et il y a des enjeux sur les collaborations entre les acteurs et aussi jusqu'au croisement de bases de données qui permettent d'optimiser et de multiplier en fait les possibilités. Voilà.
Et donc, vous allez avoir justement, juste après, des exemples de coopération entre acteurs sur l'utilisation de ces données et avoir un aperçu de ce que à quoi ça peut servir. Merci Florence. On va enchaîner avec la suite des présentations, mais en tout cas, on voit déjà dans la diapositive, il y avait plein de flèches, toute cette partie coordination entre acteurs et entre consommateurs de données et producteurs de données. Et on va pouvoir maintenant voir un partenariat intéressant entre nos structures qu'on va représenter tous les quatre sur cette scène, avec le CRCDC, avec l'ORS, avec EPIC-PL et OncoPL. Alors j'ai mis à dessin ces acronymes parce que je vais laisser Anne-Sophie et Jean-François nous dévoiler tous ces termes et montrer comment on essaye de faire des projets ensemble parce qu'on est tous dans le même champ sur l'observatoire, l'observation et puis la compréhension de la cancérologie en Pays de la Loire. Merci Jean-François, c'est vous. Merci Fabienne. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais vous parler d'une collaboration qui n'est pas si récente. Enfin, on se connaissait un petit peu, mais ça nous a permis de bien plus nous connaître. Alors, le CRCDC, qu'est-ce que c'est? C'est une restructuration régionale de toutes les structures départementales qui s'occupaient des dépistages organisés des cancers. Donc depuis 2018, nous sommes réunis en centre régional de coordination des dépistages des cancers Pays de la Loire. Il y en a 17 en France et nous faisons tous la même chose. Donc le dépistage organisé du cancer du sein, du cancer colorectal et du cancer du col de l'utérus, et en même temps sensibiliser contre la vaccination contre le papillomavirus. Alors il faut nous voir comme un vrai relais de proximité vis-à-vis de la population générale par rapport à des directives nationales. Alors, qui sont nos financeurs? Eh bien, à moitié l'Agence régionale de santé et l'autre moitié les caisses d'assurance maladie. Donc nous sommes très institutionnels. Et tous nos cahiers des charges, nous faisons absolument la même chose partout en France, avec les mêmes documents, les mêmes textes de courrier. Et c'est la DGS qui décide ce que nous faisons. Et c'est l'Institut national du cancer qui va nous aider dans la structuration de toutes nos missions. L'objectif, c'est diminuer la mortalité par cancer. Donc c'est très ambitieux. Alors, nous informons la population par tous les moyens, donc avec des actions de terrain, avec des documents, les médias. Et puis il y a également 9 médecins répartis dans chacun des 5 départements, puisqu'il y a un suivi de tous les tests de dépistage qui sont pathologiques ou positifs. Et donc nous ressollicitons les professionnels de santé ou les bénéficiaires qui sont pas encore forcément malades, mais enfin ils ont quand même un test positif, et donc nous faisons en sorte qu'ils aient tous les examens complémentaires jusqu'au traitement. Donc on a de forts contacts avec les professionnels de santé et ces bénéficiaires qui ont des résultats positifs. Et par la même occasion, donc, nous avons des relations très privilégiées avec les radiologues, les médecins pathologistes, les gynécologues, les gastro-entérologues, puisque nous travaillons au quotidien avec tous, et donc nous leur aussi rappelons les dernières recommandations, parce qu'il faut suivre, surtout pour le col de l'utérus, il y a eu beaucoup de changements, donc nous sommes un appui également pour les dernières recommandations. Alors, vous pouvez être fiers de votre région, puisque depuis de très nombreuses années, nous sommes en tête pour le dépistage du cancer du sein. Et là, nous sommes encore 2e région de France pour les dernières données 2020-2021. On se base toujours sur les 2 années des campagnes, puisque nous invitons la totalité de la population en 2 ans. Donc là, dernièrement, on était à 53,4%. Et pourtant, l'objectif est d'atteindre et de dépasser 70%. Donc nous en sommes bien loin. Le dépistage organisé cancer colorectal, là nous sommes 1re région de France avec 45%. L'objectif est d'atteindre 65%. Donc là aussi, beaucoup d'actions et de sensibilisation vis-à-vis des professionnels et de la population, parce que nous sommes très très loin.
et pas très bon à l'échelle européenne. Alors, dépistage cancer du col de l'utérus, un peu plus récent, il a été déployé au niveau de la région en 2020. Et là, on a un taux de participation à plus de 70%. L'objectif est d'atteindre 70%, donc là on est un peu plus proche, hein, mais c'est vrai que toutes les régions de France, hein, on est assez rapprochés au niveau des taux de participation. Et puis la vaccination anti-HPV, là j'en parle, alors que nous n'avons pas d'action particulière ou de suivi d'indicateurs particuliers. En revanche, nous communiquons énormément dessus. Hein, et là, la Bretagne est en premier, nous sommes en deuxième, avec 48% de jeunes filles vaccinées en 2021. Et vous savez qu'il y a l'arrivée des garçons, la vaccination des garçons en 2021, ce qui va sûrement booster un peu plus ces taux de participation. Alors, là j'attire votre attention parce qu'on va faire un focus sur le dépistage organisé du cancer du sein, qui nous préoccupe particulièrement. Parce que la densité des radiologues par rapport à la population a plutôt tendance à baisser. Il y a des diminutions, des fermetures de cabinets de radiologie, il y a le vieillissement des radiologues, et il y a des territoires qui se retrouvent sans offre de mammographie de dépistage, et les femmes sont obligées de faire beaucoup de kilomètres. Et c'est une difficulté aussi pour une prise en charge. Une fois qu'elles ont une mammographie pathologique, il y a la suite, biopsie mammaire, et ça peut être aussi compliqué pour elles. Nous étions très bons il y a 10 ans, et nous avons quand même perdu 10 points. Alors là, vous voyez, depuis 2006, là, en fait, tous les taux de participation, et vous voyez, tout en haut, ce sont les Pays de la Loire, hein, et nous chutons absolument tous. Et puis bon, il y a le 2020 qui se retrouve un petit peu à droite, hein, mais c'est assez préoccupant. Donc, vous êtes tous très bons en géographie, donc vous avez reconnu la Vendée à gauche et la Sarthe à droite. Et pour vous expliquer que ces baisses de taux de participation, en fait, elles sont multifactorielles. Donc avec toutes les fermetures de cabinets, vous voyez qu'en Vendée, au niveau de l'Est de Vendée, il y a un grand vide, il n'y a pas de cabinet de radiologie. En revanche, il y en a un petit peu au sud, mais au sud, il y a vraiment un territoire d'inégalité socio-économique assez important. Et dans la Sarthe, vous voyez, tous les cabinets sont plutôt dans l'Est et à l'Ouest, un grand vide. Donc là, si on regarde les taux de participation, donc là vous reconnaissez la région Pays de la Loire, donc la Vendée, en fait, alors qu'il y a des cabinets Fontaine-Comte, tout ça, mais c'est là où il y a les plus mauvais taux de participation, parce que peut-être que même s'il y a une offre, s'il n'y a pas d'accompagnement ou d'insistance pour aller se déplacer dans les cabinets, ben c'est peut-être un problème. Et si dans le reste de la Vendée, il y a des taux... malgré l'absence de cabinet, c'est parce qu'elles vont dans d'autres départements. Elles vont en Loire-Atlantique, à Cholet, ou même à La Rochelle, à change de région. Il y a 20% des mammographies de la Vendée qui sont à l'extérieur du département, ce qui est énorme. Alors, si on remonte là, dans la Sarthe, vous voyez la Mayenne à gauche et la Sarthe à droite, eh bien, il y a un grand couloir, il n'y a pas de cabinet de radiologie, et c'est là où il y a une absence, enfin une diminution assez visible des taux de participation, sans doute liés à des problèmes de transport ou autre. Alors, donc, avec cette idée d'essayer d'apporter quand même un diagnostic et puis des solutions pour cette grosse problématique, eh bien, il y a les 3 mousquetaires et d'Artagnan qui sont réunis. Hein. On ne sait pas qui est d'Artagnan, mais en tout cas, nous sommes... dit qu'il fallait qu'on réfléchisse, hein, et donc on s'est réunis avec OncoPL, le centre de dépistage des cancers, hein, c'est plus facile à retenir que CRCDC, l'ORS et le registre des cancers. Donc je vais laisser la parole à Jean-François Bouic, hein, parce qu'il va vous expliquer en fait, tout ce que l'ORS peut nous apporter aussi dans ce diagnostic par rapport à cette problématique. Merci Anne-Sophie. Donc, je suis Jean-François Bouic, directeur de l'ORS depuis 2 ans et médecin de santé publique. Donc, je vais vous parler un tout petit peu de l'ORS, qui est un peu le doyen parmi les 3 ou les 4 mousquetaires
de ce travail collaboratif. Donc on est un organisme scientifique indépendant, fondé au début des années 80, comme dans toutes les régions. Ce qu'on fait, c'est essayer de contribuer à l'observation de la santé à travers la production, quand on peut, l'analyse de données et le partage de connaissances dans ce domaine. Donc on a un champ qui est très vaste. On va s'intéresser à tous les domaines de la santé et des déterminants de santé. Les comportements, les environnements, l'offre de soins, l'organisation des soins, les établissements de santé, les professionnels de santé. Et donc ce champ très vaste nous nécessite, comme on est un organisme assez généraliste, d'engager des collaborations, parce qu'on ne peut pas travailler sur le cancer sans travailler avec des structures spécialisées du domaine, on n'est pas spécialiste du sujet. Donc on a besoin de ces collaborations pour essayer de nourrir une information de qualité. Et notamment, on essaie de la nourrir dans le cadre d'une mission de centre ressources régional en observation de la santé, qui est essentiellement financée par l'Agence régionale de santé et le Conseil régional, dont la mission, l'idée, c'est pas de faire de la recherche, c'est d'apporter de l'information la plus fiable possible, la plus actualisée possible sur la santé dans la région, dans une perspective de guider des actions, de prioriser des actions sur les territoires ou en fonction de publics prioritaires. Et donc de contribuer aussi par ce partage de connaissances à la pédagogie des acteurs dans la région. À côté de ça, on peut être amené à contribuer à certains projets de recherche, mais ça reste une activité qui est vraiment à la marge et qui n'est pas l'objectif d'un ORS. Donc la collaboration autour du dépistage, on l'a engagée assez naturellement depuis un certain nombre d'années avec le CRCDC, enfin à l'époque avec les 5 associations départementales, et c'est une collaboration un peu dans les deux sens. On essaie d'apporter des choses au CRCDC, et puis à côté de ça, le CRDC nous apporte beaucoup d'éléments de compréhension des données qu'on mobilise. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de ce qu'on peut apporter nous au CRCDC. Donc on appuie depuis le début des années 2010 une expertise sur la manière de partager les données de dépistage organisées du sein et du côlon. Donc depuis 2010, on a accompagné les 5 associations départementales dans la remontée, la collecte des données de dépistage organisées avec des vérifications de cohérence, puisque les logiciels étaient différents. Donc un petit travail d'accompagnement de ce point de vue-là, puis qui a un petit peu disparu, puisque le CRCDC est monté en charge et on n'a plus trop ce souci-là à observer. Et on accompagne dans le calcul de taux de participation à l'échelle infradépartementale, à l'époque en termes de canton, et également depuis plus récemment sur d'autres niveaux peut-être un peu plus opérationnels actuellement, que sont les regroupements de communes comme les EPCI ou les territoires de vie santé. On peut aussi proposer des cartographies à l'échelle de la commune, mais plus pour des besoins propres, internes et propres au questionnement du CRCDC, puisque ce sont des données qu'on considère un peu moins fiables et qu'il faut interpréter avec précaution. On fait des cartographies avec ces taux, comme la cartographie que vous avez vue juste avant que Anne-Sophie vous a présentée. Et puis on essaie d'apporter que ces indicateurs servent pour les besoins du CRCDC, mais qu'ils soient partagés de la manière la plus diffuse possible dans la région. Et donc on contribue à valoriser ces données-là dans les différents diagnostics territoriaux qu'on peut être amené à faire, notamment dernièrement dans le cadre de diagnostics qu'on fait à la demande de l'inter-ERPS pour les CPTS, donc les communautés professionnelles territoriales de santé, où parmi les nombreux indicateurs qu'on mobilise, on va proposer les indicateurs propres au dépistage organisé dans ces CPTS. On peut être amené aussi à faire ce type d'indicateurs pour d'autres niveaux territoriaux, notamment dans les métropoles. Et puis on a essayé d'apporter une petite pierre à l'édifice de la construction de la feuille de route régionale de la stratégie décennale de lutte contre le cancer en proposant ces différents indicateurs qui peuvent être mobilisés du dépistage ou par d'autres sources d'information. Et puis donc cette collaboration, ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a la chance et la possibilité à l'ORS de mobiliser des données du SNDS, dont a parlé Florence en début, qui sont des données hyper précieuses, hyper intéressantes et très complexes à analyser. Donc le SNDS, c'est le Système national des données de santé, c'est toutes les données de remboursement de l'assurance maladie, les données de mortalité, les données d'hospitalisation qui sont chaînées bénéficiaire par bénéficiaire, dont on peut suivre tous les parcours de soins des personnes, personne par personne, qui sont des données hyper précieuses mais hyper difficiles à analyser. Et on a besoin de collaboration avec des structures qui connaissent bien le sujet pour pouvoir les analyser. Et donc notamment on a été amené
en lien avec la crise Covid, à produire un peu d'informations au niveau régional, un descriptif du recours aux actes de dépistage et de la chute du recours aux actes de dépistage pendant la crise Covid, où on a bien vu cette chute ici, là, pendant le premier confinement, et qui a pu s'observer lors des autres confinements. Et avec des éléments qu'on a pu croiser aussi dans le cadre du SNDS avec des informations socio-économiques, et notamment l'indice de défavorisation sociale de la commune de résidence des personnes. Et on a pu voir un gradient apparaître sur une diminution plus importante du recours aux actes de mammographie parmi les habitantes des communes les plus défavorisées. Et ces données-là, ça fait l'objet de publication de l'ORS, et on essaie de les communiquer, les valoriser au maximum de nos possibilités dans le cadre de communication de chiffres clés, ce qu'on a pu faire dernièrement à l'occasion d'Octobre Rose, où on a publié cette fiche d'infographie qui représente à nouveau les inégalités territoriales de dépistage, de recours aux actes de dépistage, et les inégalités sociales avec le gradient qui est positionné en bas de cette fiche de chiffres clés. Voilà, je laisse Anne-Sophie reprendre la main sur les autres collaborations. Alors merci beaucoup, et c'est vrai que nous avons besoin de nous appuyer sur des expertises et puis des analyses comme Jean-François Bouix vient d'expliquer, parce que ça va nous aider à cibler aussi des territoires sous-dépistés et puis mettre plus d'énergie justement pour sensibiliser les hommes et les femmes. Et donc ça nous permet aussi de communiquer, hein, vous savez, pour Octobre Rose, Mars Bleu pour le dépistage cancer colorectal, ou Juin, ou les semaines européennes pour le cancer du col de l'utérus. Au moins nous appuyons sur des choses fiables, hein, parce que nous avons une immense banque de données, et c'est assez difficile pour nous de l'analyser de manière fine. Donc nous avons besoin de ce genre d'experts avec nous. Alors le registre des cancers, donc Florence a très bien expliqué toutes les missions, donc je vais peut-être être un peu plus rapide. Hein. Donc c'est une veille sanitaire, et puis il y a une recherche de qualité sur la prise en charge, l'évaluation des dépistages qui est possible à partir de toutes les bases de données qui sont recueillies. Pour nous, c'est un échange annuel, hein, puisque en fait, la base de CRCDC va aller au niveau du registre, le registre va corréler ça avec sa base, et puis il y a un retour, et nous recevrons donc tout ce qui est cancer d'intervalle, hein, et puis qu'on enregistre ensuite dans notre base. Donc il y a un véritable échange tous les ans, mais ce sont des cancers N-3, hein, donc il y a un petit décalage dans le temps, hein, mais ça permet aussi d'assainir notre base, mais ça ne concerne que 2 départements sur les 5, hein, parce que le registre n'existe qu'en Loire-Atlantique et en Vendée. Alors, le registre des cancers a produit aussi, donc, avec d'autres registres, hein, ce sont des études multicentriques, hein, mais vous savez qu'il y a une grande polémique, hein, pour le dépistage du cancer du sein, qui peut peut-être expliquer aussi la légère baisse, hein, en disant qu'il y a du sur-diagnostic, du sur-traitement, des choses comme ça. Alors que notre objectif, hein, c'est de dépister le plus précocement des cancers, hein, pour une amélioration de la qualité de la vie. Et donc, il y a une étude qui s'appelle DOCS STAD, là, qui l'a prouvé, hein, puisque justement les femmes qui sont en âge du dépistage organisé, donc entre 50 et 74 ans, eh bien, elles avaient des cancers à un stade plus précoce, et il y avait moins de disparités socio-économiques pendant cette tranche d'âge. Donc j'estime qu'on remplit notre service de santé publique, hein, et grâce au registre, eh bien, c'est prouvé avec des chiffres. Alors, le registre aussi, hein, a eu des commandes, hein, notamment en Vendée, mais là c'était un peu plus éloigné de notre dépistage organisé, hein, c'était entre le diagnostic et puis le début des traitements, hein, mais ça montrait aussi des éléments très intéressants au niveau de l'âge, de la défavorisation sociale, hein, et ce sont des études qui permettent de se poser encore plus de questions
pour d'autres études, pour répondre. Il y a énormément de perspectives. Et c'est ça, nous, on a besoin aussi d'échanger en disant, ben voilà, il y a une problématique, il y a cette étude qui montre ça, qui parfois, il y a des éléments un petit peu surprenants, donc il faut pousser un peu plus loin. Et donc, nous, notre base de données peut apporter beaucoup de choses. Alors, donc là, le dispositif spécifique régional du cancer nous apporte énormément, parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous suivons tous les dossiers, notamment des cancers découverts dans le cadre du dépistage organisé, et parfois, une femme qui est diagnostiquée à Cholet, on ne sait pas où elle va se faire opérer, par exemple. Et bien, grâce au DCC, on saura si elle est partie à Angers ou à Nantes. Enfin, pour nous, c'est une simplification et on saura où réclamer les comptes rendus. Hein, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément très exhaustif, mais pour nous, c'est un énorme avantage de se dire, ah ben voilà, cette femme, elle a bien fait ses examens complémentaires, elle est allée jusqu'au traitement, hein, puisque nous, notre objectif, c'est de stader les cancers. Hein, ensuite, que nous remontons à Santé publique France pour avoir donc, toutes les statistiques que l'on connaît. Donc merci beaucoup, hein, parce que ça a été un apport vraiment très important pour nous. Et puis tout récemment, hein, puisqu'on les a reçus pour 2021, on a reçu en fait tous les cancers diagnostiqués en RCP, donc pour les 3 cancers que nous suivons, ce qui nous permet d'améliorer notre base, parce qu'on exclut définitivement les cancers colorectaux, hein, donc c'est pas la peine d'envoyer des courriers sans réponse. Là au moins on est sûr qu'il y a eu un diagnostic de cancer, hein, et puis pour les cancers du sein, ce sont des femmes qui seront réinvitées dans le dépistage organisé au bout de 5 ans, hein, si elles le souhaitent. Donc ça améliore énormément notre base et il y a une cohérence par rapport à ça, et merci encore. Alors en étudiant justement tous ces cancers colorectaux, ça nous a donné aussi des idées de poursuite d'analyse, hein, puisqu'il y a malheureusement un taux de participation au dépistage cancer colorectal qui est assez faible en France, hein, nous c'est 45%, mais c'est beaucoup trop faible. Et quels sont les arguments qu'on pourrait en tirer par rapport à toutes ces données-là, puisque on s'aperçoit qu'il y a énormément de cancers colorectaux qui sont découverts en occlusion à un stade très avancé, et ce n'est pas acceptable aujourd'hui, et ça peut être pour nous des moyens aussi de chiffrer, de dire, vous voyez, là il y a tant de cancers qui auraient pu être évités, hein, s'ils avaient fait le test de dépistage. Et puis pour le cancer du col de l'utérus, hein, nous, notre avantage, c'est qu'on a tout l'historique des dépistages, hein, donc ça peut être aussi un apport pour le registre. Et pour, donc juste citer le site d'éligibilité du CRCDC, donc ça on a parlé beaucoup d'outils pratiques. Donc là, c'est un accès pour les professionnels de santé dans notre base, hein, donc ça vous permet de savoir s'ils sont à jour de leur dépistage. Et puis je vous incite à visiter notre nouveau, tout neuf et très très beau site internet pour tous les patients. Donc merci. Merci beaucoup. On vous propose de remonter sur scène parce qu'il y a des questions pour vous deux et pour Florence avant qu'on passe à la deuxième partie de la matinée. Des questions sur le... Je voudrais juste mettre un petit mot qu'on n'a pas trop cité pendant ces 2 jours, mais aussi hier, je crois qu'on en a parlé. Rassurer aussi l'ensemble évidemment, tout ce transfert d'informations qu'on fait avec vous ou avec vous, on le fait dans le cadre du RGPD, et là je regarde Delphine qui est notre DPO. Donc ces transmissions d'informations ne se font pas comme ça, youplaboum pour rendre service, bien sûr pour rendre service, mais dans le cadre de conventions hyper suivies et qui sont bien entendu complètement tracées et validées. Ça c'est pour rassurer aussi tous les professionnels qui sont dans la salle et qui ne s'imaginent pas que toutes les données se promènent comme ça de l'un à l'autre. Ça se fait dans un cadre complètement suivi et les patients en sont informés dans le cadre du DCC, en tout cas, c'est tracé. Il n'y a peut-être pas de questions sur cette partie-là, c'est que vous avez été hyper clair et je pense que les gens ont compris qu'il fallait aller voir le nouveau site est très beau effectivement. Pour compléter, toute notre base de données dans un hébergeur de données de santé hyper sécurisé. Hein, donc, rien n'est parti. Voilà. On a compris que tout est fermé, de tout. Merci beaucoup.
On va donc passer la parole dans la deuxième partie de cette session à Olivier, oui tout à fait. Et on va vous montrer maintenant, là vous avez vu un petit peu l'utilisation des données pour l'observation, pour l'épidémiologie. On va partir maintenant sur le côté un peu plus recherche et évaluation. Et Olivier, est-ce que tu as besoin de... Non, tu veux aussi... Non. Voilà, impeccable. Va nous présenter un projet donc, sur le cancer du poumon. Alors, donc c'est une étude spécifique du cancer du poumon, d'ordre épidémiologique. Alors, en ce qui concerne cette étude, il y a un peu de confidentialité, je veux dire, parce que je dois présenter les résultats aussi en congrès le mois prochain, donc ça, il ne faut pas tout faire trop diffuser sur les ondes, sur le web avant. Voilà, sinon, il n'y aura pas de photos. Ce n'est pas un secret d'État, hein, il y a une règle de confidentialité par rapport au congrès. Donc, alors, plein écran, oui. Voilà, donc cette étude qui a été longtemps mûrie, qui a mis 2 ans pour fournir ses résultats, a pour but d'évaluer l'impact de l'infection Covid et surtout la première vague et le confinement sanitaire strict qui s'en est suivi en 2020 sur la prise en charge de nos patients et leurs pronostics. Après, donc des liens d'intérêt obligatoirement proposés à chaque intervention. Voilà, suivant. Alors, quels sont les contextes? Vous n'êtes pas sans savoir que l'infection Covid a fait éruption, premier cas 23 janvier 2020, les premières vagues en février 2020 et un confinement sanitaire qui a été déclaré du 13 mars au 11 mai 2020. En conséquence, il y a eu donc un confinement strict pour les gens, mais aussi une réorganisation des centres de soins. On a pu observer une fermeture des blocs opératoires, des fermetures de centres imagerie temporaires, et puis il y a eu des directives aussi, notamment cette circulaire du groupe de la Société pneumologique de langue française et du Golfe, ça s'appelle comme ça, groupe d'oncologie langue française, qui a émis des propositions de prise en charge des patients dans le contexte de la pandémie. Par exemple, suppression des chimiothérapies adjuvantes, qui n'occasionnent que 5% de pronostic, qui n'apportent qu'un gain de 5% en pronostic. Donc on a jugé que le risque pour les patients d'aller à l'hôpital était trop élevé pour cette chimiothérapie. On a aussi décalé les séances d'immunothérapie en faisant une séance une fois sur 2 à double dose, etc. Et puis aussi décaler, par exemple, les actes chirurgicaux considérés comme non urgents. Alors, quel est le contexte avec le cancer du poumon? Il faut savoir que le cancer du poumon, c'est la tumeur solide qui est la plus étroitement corrélée au risque de forme grave et de décès du Covid. Là, je vous montre une présentation que nous avons faite à l'ESMEO cette année qui montre qu'au sein d'une population de cancer bronchopulmonaire tout stade, le risque de décès est augmenté par, vous voyez, 3,2 chez les patients qui ont contracté le Covid versus ceux qui ne l'ont pas eu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu particulier, car parfois, on peut se dire que les symptômes révélateurs peuvent se confondre avec ceux du Covid. Dyspnée, toux, les deux peuvent s'accompagner de ces mêmes symptômes, que ce soit en raison du cancer ou de l'infection. Et donc, on peut supposer qu'il y aurait des patients qui sont laissés à tort à domicile en raison de la pression sanitaire. Et c'est surtout valable pour les populations à plus à risque, telles que les patients âgés, par exemple, pour lesquels la consigne était de rester le plus longtemps possible à domicile. Il y avait aussi un ralentissement constaté de la délivrance des soins liés aux directives. Ainsi, on peut supposer qu'il puisse y avoir eu des... Pardon. Alors, hop. Précédent, excusez-moi. Bon, je ne sais pas comment on fait pour défiler correctement. Vous me donnez la technique? Ah, bah ça, c'est plus simple. Avec les flèches, voilà. Donc des progressions plus rapides du cancer par élargissement des délais de prise en charge. Mais inversement, on peut s'interroger s'il n'y avait pas une meilleure disponibilité des médecins et des soignants pour les nouveaux cas suspectés. Par exemple, des plages de consultation qui auraient été libérées au profit d'autres qui auraient été supprimées. Ou des séances d'hospitalisation de jour supprimées qui auraient permis un accès plus rapide des patients dont le diagnostic venait d'être fait. Et donc des chimiothérapies ou des immunothérapies jugées urgentes par conséquent. Ce qu'il faut, pour interpréter les résultats que je vais vous donner, il faut quand même se souvenir de la répartition géographique. La région Pays de la Loire est une des régions qui a subi le moins, en fin de compte, le flux de patients Covid. Il y avait un gradient est-ouest, si vous voulez. L'afflux de patients était plus important dans les régions est et dans la région parisienne que dans les régions ouest. Donc, en ouest, et notamment
en Pays de la Loire, le débit, j'oserais dire, des patients Covid sont arrivés de manière plus continue que par vague. Alors, l'objectif de l'étude, c'était nous avons défini 2 cohortes. Alors, l'outil de départ, c'était DCC, pour la sélection des patients. Et donc, on a, à partir de 2 cohortes qui ont inclus sur 2 périodes de temps calendaires identiques, du 13 mars 2019 au 28 août 2019, c'est-à-dire 6 mois précis. Voilà. Alors, pourquoi 6 mois, pas 1 an? D'abord, on est limité en termes de moyens. Hein, on n'avait pas des techs suffisants. Et sinon, à l'heure actuelle, on serait encore en train de relever les données. Par ailleurs, il y avait quand même l'image d'une deuxième vague qui allait arriver, ce qui n'a pas manqué d'ailleurs, et qui aurait pu créer des problèmes d'interprétation. Alors l'objectif de l'étude était de comparer les caractéristiques cliniques des 2 patients, des 2 cohortes, une exposée au Covid et l'autre non exposée au Covid, les procédures diagnostiques, est-ce que les traitements ont changé selon les 2 périodes de temps? Y a-t-il eu des différences dans les différents délais de prise en charge? Et y a-t-il le pronostic a-t-il changé à cause des mesures sanitaires et de l'infection? Alors vous voyez, il y a eu pas moins de 7 centres participants, 8 en fait, si on inclut Laval et le CHU de Nantes, qui est en quelque sorte le même service, j'oserais dire. Sinon, vous voyez, et puis ce qui est intéressant, c'est quand même il y avait une grande diversité dans le type de centre, puisqu'on avait 2 CHU, 3 CH, un centre anticancéreux et un centre privé, pour au final 813 patients inclus. Les critères d'inclusion, c'était, vous les voyez, c'était classique. Il fallait quand même que le patient ait donné son accord s'il était vivant. Hein. C'est une étude MR003. Donc il y avait passage à la CNIL nécessaire, et puis l'aide d'information rendue au patient, et non-inclusion si opposition d'inclusion. Les critères d'inclusion, c'était les patients investigués dans un autre centre ne participent pas à l'étude, le cancer déjà connu, l'absence de prise de décision thérapeutique lors d'une RCP, parce qu'on sélectionne les fiches RCP à partir de la période de temps définie, mais après on s'aperçoit qu'il y a des fiches RCP qui sont présentées après le traitement, même, encore a posteriori. Donc cela, c'était autant d'exclusion. Voilà. Et puis il y avait aussi les patients qui avaient une pathologie intercurrente grave, qui venait à gêner la prise en charge du patient. Par exemple, si vous avez un cancer du sein métastasé à un nodule pulmonaire, on ne pouvait pas les inclure parce que les délais de prise en charge étaient forcément... il y avait forcément un retentissement sur la délai de prise en charge qui était ni lié au Covid, ni au cancer lui-même. Alors la méthodologie était un peu complexe. En fait, je fais un bref résumé. Il y avait une sélection par l'arc promoteur, puis ensuite passage des fiches anonymisées pour une première relecture médicale que j'assurais. Et donc, il y a eu entre 1100 et 1200 patients relus sur la fiche DCC, avec exclusion des patients et demande d'informations complémentaires à l'arc promoteur, qui envoyait ensuite ces demandes d'informations complémentaires au TEC des centres investigateurs. Ensuite, ça c'était août dernier, il y a eu une deuxième relecture, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait plein de délais négatifs liés à des erreurs de saisie, et aussi... donc il y a eu une deuxième relecture, et ensuite une deuxième demande d'information au TEC, pour arriver finalement à ce que je vais vous présenter. Donc la description clinique des 2 cohortes. Alors, en quoi les 2 cohortes, l'une exposée au Covid, à la Covid, et la cohorte non exposée à la Covid différaient. Elle ne différait en âge, mais paradoxalement, la population était un peu plus âgée en 2020 plutôt qu'en 2019. Il y avait une différence au niveau du tabagisme, et sinon, vous voyez que, contrairement à ce qu'on pouvait s'attendre, l'indice de performance ne variait pas selon les 2 cohortes. Il y avait autant de patients en bon état général que de patients très altérés, en proportion. Il n'y avait pas non plus de différence selon les stades. Alors comment on peut interpréter les différences entre âge et tabagie, concernant l'âge et le tabagisme selon les 2 cohortes? C'est compliqué. Hein. Vous savez que dans le cancer du poumon, la relation tabac-Covid est un peu ambiguë, c'est-à-dire qu'il y a une incidence qui est diminuée, mais un pronostic qui est aggravé. En fait, l'incidence diminuée étant liée certainement à des attitudes
sociétales différentes de la population non fumeuse, mais aussi à des explications plus moléculaires. Bon, en fait, il s'agit très certainement des cancers du non-fumeur qui a augmenté dans la cohorte 2020. On sait que c'est un cancer qui, sur le plan épidémiologique, indépendamment de la Covid, est en expansion. La description de la prise en charge diagnostique et thérapeutique, il y avait un peu plus d'oncologues en 2020 et un peu moins de pneumologues, ce qui suggère quand même qu'il y a un passage de flambeau entre les pneumologues et l'oncologue dans la période Covid, avec quand même des procédures diagnostiques et des traitements qui n'ont pas changé en rien. Il n'y avait pas plus de radiothérapie, par exemple, au profit des patients opérés, par exemple. Alors, les délais de prise en charge, il y en avait 7. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on attirera tous l'attention tout spécialement sur le délai 1, qui séparait la date des premiers symptômes à la date de première imagerie. En gros, c'est combien de temps le patient a attendu chez lui entre son symptôme et la suspicion diagnostique. Alors, à la question « Comment fait-on pour trouver la date d'un premier symptôme ?» C'est compliqué, hein. On relit dans le dossier. Si le patient est venu, on lui repose la question. Et en général, bon, on ne connaît pas la date de démarrage d'une toux, par exemple, précise. Donc, c'est au mois près. Hein. Et quand on dit, par exemple, c'est en février, on met le 15 février. Si on met début février, on met le 1er février. Bon. C'est quelque chose qui est quand même difficile à collecter, à colliger pour des données sur l'état général. Perte de poids, fatigue, ça c'est compliqué. Ça. Enfin, on a essayé d'être le plus proche de la vérité. Et puis j'attire votre attention aussi sur le délai 6. Le délai 6, c'est tout le délai qui sépare la première imagerie de la date de traitement, donc c'est toute la prise en charge médicale. Alors que constate-t-on excusez-moi, le délai 7, c'est le délai 6, c'est le délai 8, c'est le délai 7, excusez-moi. Donc dans le délai 7, on s'aperçoit quand même, et c'est absolument contre-intuitif, c'est que toute la prise en charge médicale, c'est-à-dire entre l'imagerie et le traitement, est raccourcie en 2020. Ce qui va dans le sens, en fin de compte, qu'il y a eu plus de facilité de la part du médecin de pouvoir traiter son patient et faire le bilan diagnostique dans les temps. Le délai 8, délai entre premier symptôme et traitement, il n'y a pas de différence entre les deux cohortes, vous voyez. Alors ce sont des courbes de Kaplan-Meier. Alors Kaplan-Meier, c'est pas que de la survie, hein. C'est une évaluation entre une date connue et une date hypothétique, et donc c'est bien le cas. Donc vous voyez la différence concernant le délai 6. En ce qui concerne les autres délais de prise en charge, on s'aperçoit en gros, que le patient pris en charge, s'il y a un raccourcissement dans la prise en charge du patient, quel délai spécifique cela concerne? Eh bien, il y a un meilleur accès à la vie spécialisée, un meilleur accès diagnostique histologique, donc les procédures diagnostiques sont raccourcies, plus accessibles, et puis l'accès au traitement aussi, c'est-à-dire entre la RCP et le traitement. On peut imaginer que les blocs opératoires ont été plus au contraire libérés au profit des cancers du poumon, donc ça aussi ça a été raccourci. Alors après on peut faire des tas de petites analyses de sous-groupes, je vous en montre un exemple. Entre le premier délai, le délai 1, c'est-à-dire premier symptôme et imagerie et l'âge, là très clairement vous voyez que pour les patients qui ont moins de 70 ans, le délai n'est pas rallongé, tandis que pour les patients de plus de 70 ans, le délai est allongé, puisqu'on observe par exemple 13 jours de différence en médiane entre les deux dates, ce qui est significatif. Donc effectivement, ça c'est le reflet que les personnes âgées ont été plus longtemps laissées à domicile sans imagerie. Donc l'étude de cette... Alors j'aurais voulu vous donner les courbes de survie, mais le statisticien s'est trompé, il m'a donné la courbe de survie des patients décédés, on avait 0% de survie à 2 ans, c'était un peu déprimant, mais heureusement on a quand même des patients encore vivants à 2 ans, donc voilà. Donc ce sont deux cohortes construites avec quand même très peu de biais de sélection, hein, avec une diversité des centres, pas de sélection selon PS, alors il y a quelques biais, bon, officieusement, je crois qu'il y a des médecins qui ne se saisissent pas encore dans le DCC, par exemple. Ouais. Non, on ne dit pas ça, j'ai oublié, excusez-moi. Les deux populations sont quand même très similaires en taille et en caractéristiques cliniques. Et la comparaison des délais de prise en charge montre que paradoxalement, ceux-ci sont raccourcis en période de pandémie, qui suggère un effet positif paradoxal des restrictions intra-hospitalières pour les patients en phase diagnostique ou de traitement. Et donc j'espère pouvoir vous faire, alors je les aurai la semaine prochaine, les résultats de survie,
Et alors, il s'oriente plutôt vers, par contre, une survie plus courte en 2020. Ce qui semble suggérer que le Covid, quand même, que le Covid a eu un impact négatif sur le pronostic des patients. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, Olivier, on va prendre les diapos, on va prendre les questions tout de suite. Oui, parce que je vais m'absenter, si vous avez des questions. Voilà, il y a une question de Anne, et pendant que le micro va vers Anne, je voulais juste souligner le fait que c'est une étude vraiment régionale avec les 7 centres dont tu as parlé. Et ça, c'est quand même très intéressant parce que c'est vraiment à ta Comment le DCC a su... Le DCC a permis voilà. ça, mais surtout une vraie collaboration entre les professionnels de la pneumologie de la région, et ça, c'est ça se Et puis surtout, bravo aux tech, je ne sais pas s'il y en a un seul ici qui a participé à l'étude, mais vraiment ça a été sensationnel de les voir aussi disponibles, parce que c'est un travail quand même extrêmement pénible que de retourner dans les dossiers, essayer de recueillir le PS, etc. Bon, il y avait des données qu'on ne pouvait pas récupérer, hein. L'ICOG, l'indice de performance, était présent dans 85% des cas, donc voilà, il ne faut pas inventer l'état général du patient. Mais on a des données quand même qui sont fiables, hein, quand même. Vous avez une question? Oui, alors moi j'ai une question sur le recrutement des patients. Vous dites qu'il y a une diversité des centres. J'ai pas l'impression qu'il y ait des centres qui viennent du secteur privé. Si, il y a la clinique Victor Hugo du Mans. Ok, et par exemple, la Lycéo, vous avez parlé de Lycéo d'Angers. Alors oui, il y a Lycéo d'Angers aussi. Le Lycéo, si on peut considérer que c'est un centre privé, on va dire c'est similaire. Mais il n'y a pas Nantes en fait. Comment? Vous n'avez pas intégré Lycéo, la partie... Mais, moi j'ai fait un appel au centre, et puis tel centre centre on dit oui, tel centre on dit on n'a pas le temps, donc Lycéo de Nantes en fait partie. D'accord. Ok. Et en fait, dans les différences entre les deux cohortes, vous n'avez pas regardé... Est-ce que vous avez regardé s'il y avait des différences de recrutement en fonction de l'établissement? Des différences de recrutement, c'est-à-dire que par exemple en 2020, peut-être que dans les personnes que vous avez, qui sont dans la cohorte, il y a plus de personnes qui viennent de tel établissement plutôt que d'un autre. Ah, alors non, je ne l'ai pas fractionné selon j'ai que le nombre, effectivement. Bon. Ça pourrait expliquer les différences en fonction de l'âge et au niveau des délais aussi, parce que on peut penser aussi que dans les secteurs privés, les délais ne sont pas les mêmes que dans le secteur public ou dans les CRLCC. Oui, alors effectivement, on peut voir ça, effectivement. Non, je n'ai pas pensé à faire, mais c'est une bonne idée. Je pose la question parce qu'on a fait des études sur les délais de prise en charge pour le cancer du sein et on voit des différences en fonction du type d'établissement de santé. D'accord. C'est pour ça que Oui, mais on peut regrouper en fonction centre anticancéreux, centre privé, centre public, on peut faire ça même. Merci. D'accord, c'est une idée, merci. Il y a une question. Oui. Moi j'ai juste une petite question, merci pour votre présentation, je suis docteur Novlecourt. Est-ce que dans votre analyse vous avez à un moment questionné les refus de soins des patients? Parce que c'est quelque chose qu'on a vécu pendant le Covid en tant que clinicien, des patients chez qui on n'arrivait pas, notamment sur l'adjuvant, même quand on le jugeait nécessaire en scénologie, ça l'est, des patients qui sous prétexte de la pandémie refusaient des traitements adjuvants. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez... Non, pas du tout, non. Non, ce sont des données, c'est une donnée qui n'a pas du tout été colligée. Il faut savoir que il y a beaucoup de... Alors, il faut quand même déjà vous dire que, rien que pour les données de 2019, il y avait quand même beaucoup de décédés. Hein. Donc déjà, il n'y a pas beaucoup... et puis non, c'est pas une donnée qu'on a jugée prioritaire. On n'y a pas pensé lorsqu'on on s'est réunis pour faire l'étude. C'était intéressant a posteriori. Bon. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci Olivier, merci beaucoup. On va te laisser aller à ta réunion qui doit être commencée. Et on va passer la parole à Estelle Thébault, donc on a déjà vu hier dans une autre présentation, mais qui va donc peut-être sur cette présentation. Bonjour à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été hier, je suis médecin coordinateur du réseau Oncoped-PL avec ma collègue le docteur De Carly et je suis également oncologue pédiatre au CHU de Nantes. Je vous remercie de nous donner l'occasion de présenter cette étude qu'on a réalisée sur le vécu de la crise sanitaire par les parents d'enfants pris en charge en oncologie pédiatrique.
Je suis ravie de ne pas être la première à parler du Covid, parce que c'est vrai qu'on aimerait aborder autre chose, mais ça nous a quand même occupé un certain temps. Donc si on recontextualise, on l'a dit à l'instant, le premier confinement date de mars 2020, et dans ce contexte quand même totalement inédit de la crise sanitaire et du confinement, ainsi que des restrictions et des incertitudes face à cette nouvelle maladie, nos services ont été bouleversés dans leur fonctionnement. Et entre autres, l'accompagnement psychosocial a été en grande partie suspendu dans nos deux services d'onco-hématologie pédiatrique des CHU de Nantes et de Angers. Et ce qu'on a eu en écho, c'est que nos services étaient décrits comme morts. Et on s'est retrouvé avec des conditions d'hospitalisation et de suivi d'hospitalisation complètement réorganisées. Ce qui nous a beaucoup questionné en tant que praticiens, et également avec l'équipe du réseau, où on s'est interrogé sur comment être réactif dans cette situation. Une des premières questions qu'on s'est posées, c'est comment les parents vivent cette expérience du cancer de leur enfant et la prise en charge hospitalière durant les 18 premiers mois, initialement bien sûr le premier confinement, puis on a pu prolonger cette étude comme je vais vous l'expliquer ensuite. On a souhaité chercher à comprendre la situation du point de vue des parents, appréhender leurs besoins spécifiques et leurs difficultés, et il y en avait. On a également souhaité analyser les contraintes supplémentaires qui ont pesé sur les familles dont l'enfant était en cours de traitement et sur les processus d'adaptation qu'elles ont mis en œuvre. Et enfin, on souhaitait appréhender les modes d'organisation de plusieurs centres hospitaliers ainsi que des familles. Donc, la méthodologie est un projet en 2 temps. C'est une méthodologie assez classique d'études sociologiques que je ne connaissais pas et donc j'ai découvert à cette occasion-là. Nous avons commencé par une recherche appliquée exploratoire sur le vif. Nous avons été très réactifs puisque nous avons pu la mettre en place durant le premier confinement avec des groupes de travail, et les équipes impliquées concernaient le CHU de Nantes ainsi que le CHU d'Angers, notre chef de projet du réseau OncoPED-PL, Madame Lénaï Coquin. Et puis évidemment, nous avons d'emblée sollicité 2 sociologues qui ont répondu présentes puisqu'elles avaient une disponibilité imprévue dans ce contexte de confinement. Et donc nous avons travaillé avec Madame Hélène Lecomte et Madame Séverine Mailleul. Donc une durée courte d'études qu'on a pu démarrer dès juin 2020, donc juste à la fin du premier confinement. L'objectif était que les gens aient encore en mémoire ces événements très récents et particulièrement bouleversants. Et bien évidemment, le réseau OncoPED-PL a pu financer cette étude et financer nos 2 collègues sociologues qui ont travaillé avec nous. Il s'agit d'un petit échantillon que nous avons recruté après discussion au sein de notre groupe de travail. On avait décidé de 3 variables. Les variables plus médicales, en lien avec les pathologies dont étaient porteurs les enfants, et à quel moment du traitement les enfants se trouvaient. Et puis une variable plus sociologique qui concernait la profession et catégories socio-professionnelles, avec 3 grandes catégories connues en sociologie. On a donc pu initialement interroger 19 parents, un parent par famille d'enfants, des CHU de Nantes et de Angers. Il s'agissait d'entretiens semi-directifs d'une durée moyenne de 1 heure, réalisés par téléphone, vous vous en doutez, puisqu'on était encore en situation de restriction. Ces premiers entretiens n'ont pas été retranscrits. Cela a abouti à une analyse thématique croisée, réalisée pour une synthèse, et des résultats qui nous ont permis d'être très réactifs à nouveau, puisqu'on a pu, on a évidemment souhaité poursuivre l'étude, parce que les premières données étaient très intéressantes, et on a pu faire un dépôt de projet en septembre 2020, auprès de l'ANR, qui avait mis en place des appels à projets spécifiques Covid, et on a obtenu cet appel à projet en décembre 2020. C'était la première partie méthodologique, et le deuxième temps de cette étude a été financé grâce à l'appel à projet ANR. Cette étude, on l'a appelée PACO. Elle était de nouveau portée et articulée par l'équipe d'OncoPED-PL. Et on a souhaité élargir donc le champ de nos entretiens. On a sollicité l'organisation interrégionale GOS, et donc on a collaboré avec différents centres de notre OIR. Et le projet a duré cette fois 12 mois, avec une très longue période d'analyse, vous allez le voir. Et donc les recrutements ont été faits sur les mêmes critères que ceux que j'ai évoqués sur la première partie de l'étude, et on a sollicité les équipes des CHU de Caen, de Rennes et de Brest avec leur consentement en amont, évidemment, pour participer à cette étude. On a donc eu plusieurs médecins interlocuteurs principaux dans l'interrégion, et évidemment avec l'accord du professeur Pellier qui est responsable de notre organisation interrégionale. Les résultats, je vous les ai brièvement indiqués sur ce petit schéma. On a donc finalement une population totale de 49 parents
les 19 de l'étude exploratoire initiale et puis notre recherche complémentaire avec les 3 CHU que nous avons ajoutés. Il s'agissait à nouveau d'entretiens téléphoniques qui ont duré toujours entre 50 minutes et 1h40 et qui cette fois ont été retranscrits avant analyse. On souhaitait initialement pouvoir étudier de façon plus approfondie la question du genre et du vécu par rapport au genre, ce qui n'a pas pu être possible puisque finalement 41 mères ont été interrogées versus 8 pères, ce qui est assez significatif pour nous en oncologie pédiatrique puisque les mères sont très présentes. Et finalement, ça c'est complètement sporadique, des parents de 18 filles et 31 garçons en cours de traitement. Et donc cette étude finalement, elle a été menée de mars 2020 à l'été 2020 avec une expérience Covid qui s'est singularisée en fonction de la situation médicale de l'enfant. On se retrouve donc finalement avec quasiment un quart de la population du territoire national qui a été... ça concernait un quart de la population du territoire national puisque on était sur le Grand Ouest, même si en effet, comme ça vous a été signifié sur la présentation précédente, la répartition des infections Covid n'était pas tout à fait uniforme en France. Néanmoins, c'était aussi intéressant d'avoir ce regard-là. Et puis donc une durée prolongée de 18 mois jusqu'à l'été 2021. Et donc pour les sociologues, c'est une source d'informations vraiment très riche. Quelques résultats, mais en effet, on s'est retrouvé avec une quantité de données assez conséquente qu'on nécessitait une synthèse approfondie par nos 2 sociologues que nous, praticiens pédiatres, nous aurions été bien incapables de faire. On rentre là donc dans des résultats plutôt sociologiques avec un champ lexical que j'essaye de m'approprier depuis quelques mois. Donc je vais faire de mon mieux et donc on va aborder 4 grandes thématiques de nos résultats en espérant que ce soit à peu près compréhensible pour vous. Donc dans un premier temps, en effet, cette expérience en lien avec la crise sanitaire, hein, c'était une des premières questions que nous nous étions posées avec les récits des organisations familiales et donc l'ensemble des éléments racontés par les parents. Et puis il y avait les organisations familiales à l'hôpital avec vraiment ce qui est ressorti, c'était une épreuve dans l'épreuve, ce confinement à l'hôpital, hein, puisque les enfants étaient confinés dans leur chambre. Et puis le deuxième vécu était à domicile avec beaucoup d'enjeux qui ont été soulevés, l'enjeu du maintien ou non de l'emploi, du deuxième parent qui n'était pas celui qui s'occupait de l'enfant malade au quotidien, avec tous les risques que c'était de continuer à fréquenter l'extérieur, le risque de contamination, de ramener le virus à la maison alors que l'enfant est fragile, les restrictions sociales évidemment, le renforcement du rôle social du sexe, on l'a dit évidemment sur la charge domestique, l'isolement social de toutes les familles, hein, vraiment l'isolement c'est le terme qui est ressorti de façon majeure dans notre enquête, isolement à l'hôpital, isolement à domicile, et puis le cas plus particulier des familles qui sont déplacées, puisque comme on vous l'a expliqué hier pour ceux qui étaient présents, on a des filières de soins, et donc certaines familles sont amenées à être avec leur enfant pour du soin spécifique à distance de leur domicile, et donc on a eu des éléments tout spécifiques sur ces familles déplacées à distance, loin de leur domicile. Et puis bon, on a conclu sur un isolement total et un éclatement familial qui est déjà quelque chose qu'on connaît dans la prise en charge de nos malades, et donc c'était vraiment très prégnant. Et puis cette construction d'un rapport au risque différencié mais paradoxal, c'est-à-dire qu'on a interrogé les parents sur le vécu du risque de l'infection virale, et pour tous, à l'unanimité, et ça c'était vraiment quelque chose qui est beaucoup ressorti, c'est que les parents ont tous considéré que leur enfant était plus menacé par leur maladie, et donc le cancer dont ils étaient traités que par le Covid. Un autre élément qu'on a essayé de retranscrire à travers ces résultats, c'est ce qu'on appelle le processus de normalisation des enfants atteints de cancer. Qu'est-ce que le processus de normalisation? C'est tout ce qui est, toutes les organisations qui sont mises en place dans nos services d'accompagnement éducatif, pédagogique, socio, psychosocial, pour faire en sorte que l'enfant qui est hospitalisé ou en cours de traitement mène une vie la plus normale possible, avec tout le bémol qu'on peut y mettre. Et évidemment, on s'est retrouvé avec une rupture de ce processus de normalisation dans nos secteurs, puisqu'on l'a dit, tout était interrompu. Et cet enjeu de normalisation, finalement, il était assez étonnant, puisque les enfants atteints de cancer se sont retrouvés finalement dans une plus normale que d'habitude au sein de cette population qui était confinée, puisque eux-mêmes avaient l'habitude d'être confinés de par leur maladie. Et puis,
le paradoxe de cette interruption de processus de normalisation, puisque tout ce qui était mis en place habituellement était interrompu, et ça c'est quelque chose qui nous a beaucoup intéressés et qui continue à nous intéresser aujourd'hui pour nos activités au quotidien et nos prises en charge. Et puis cette expérience commune du confinement, on l'a dit, le sentiment de communauté renforcé et le sentiment de singularité de cette expérience. L'autre élément important qu'on a mis en évidence, c'est vraiment une expérience différenciée en fonction du moment où le diagnostic avait été fait par rapport à la crise sanitaire et au confinement. Et clairement, être entouré ou non au moment de l'annonce diagnostique, quand on dit être entouré ou non, c'est évidemment par sa famille, mais par aussi cet accompagnement psychosocial qu'on est capable de mettre en place, dont les parents ont vraiment besoin au moment de cette annonce diagnostique qui est très traumatique. Et donc ça a vraiment été mis en évidence que si l'enfant avait déjà été diagnostiqué avant le Covid, le vécu n'était pas le même que les patients qui ont eu un diagnostic durant cette période particulièrement stricte du confinement. Tous ces éléments-là de ce rapport différencié étaient vraiment intéressants, pouvoir échanger ou non avec les autres parents dans les espaces collectifs, tout était fermé, vous l'avez bien supposé, avoir ou non à disposition un espace autre que la chambre pour l'enfant, ça c'était vraiment très difficile d'occuper son enfant dans une chambre d'hôpital 24 heures sur 24. Donc avoir connu ou non le service avant la restriction et la suspension de cet accompagnement dont on a parlé, accompagner son enfant dans un centre loin de son lieu de vie, tout est devenu plus compliqué et donc il faut vraiment réfléchir aux ressources qu'on peut mettre en place pour ces familles-là, avoir la possibilité ou non d'être présent avec son conjoint à l'hôpital, puisque un seul des parents avait le droit d'être présent auprès de son enfant malade, et ça c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti comme étant vraiment traumatisant par les familles. La visite ou non de la fratrie, on a beaucoup de temps à remettre en place les visites de fratrie, et vraiment cet éclatement familial c'est quelque chose qui est très franc dans cette synthèse. Et puis, ce qu'on a mis en évidence, puisqu'on a interviewé au total 4 services, ce sont des inégalités dans la régulation des modes de circulation, les assignations dans la chambre, le nombre de sorties par jour limité pour les parents. Et donc ça, c'est quelque chose qui était assez différent d'un centre à l'autre, qui a évolué évidemment sur ces 18 mois de crise sanitaire. Le dernier résultat que je voulais évoquer avec vous, c'est l'expérience différenciée en fonction du moment de la fin des traitements. Pourquoi? C'est parce que finalement les patients qui arrivaient à la fin de traitement au moment où on était en pleine restriction se sont retrouvés privés de retrouver une vie normale dont ils avaient tant rêvé, puisqu'ils n'avaient pas possibilité de se retourner à l'école, de reprendre leurs activités, de recirculer normalement. Donc ça c'est beaucoup ressorti pour ces familles qui ont été interrogées, concernées par cette spécificité-là. Et puis par ailleurs, ce qu'on a mis en évidence, c'est que certains parents ont souligné le bénéfice secondaire des restrictions pour continuer à protéger leurs enfants du virus, puisque le virus était encore menaçant à ce moment-là, et maintenir un repli familial en lien avec les restrictions. Voilà pour les 4 grands résultats qu'on a cherché à souligner dans notre synthèse. Et puis finalement, si on reprend les objectifs des recherches ANR Covid, puisque c'est l'appel d'offres auquel on avait répondu, on souhaitait rester dans la thématique, donc l'objectif c'était de documenter, saisir l'évolution de la crise et constater l'adaptation des services de soins dans le temps. Et donc notre objectif par rapport à cette recherche ANR Covid, c'était élaborer des réflexions sur la situation sanitaire, sociale et individuelle, y apporter des pistes de réponse et donc travailler sur des préconisations. J'ai encore un peu de temps. 1 minute au pétard. Donc on a travaillé les préconisations concernant les parents, mieux les accompagner, anticiper et recadrer l'accompagnement des familles déplacées, préserver le lien de coparentalité, et ça vraiment c'est essentiel. Imaginer des espaces extérieurs pour permettre aux parents de déjeuner ensemble, de continuer à partager pour ceux qui le souhaitent, et tout le monde ne le souhaite pas, on le sait. Et puis travailler un kit pour faciliter la vie des familles déplacées, ça c'est vraiment les éléments importants qu'on a mis en évidence. Concernant les adolescents, préserver des espaces de discussion pour les jeunes, que éventuellement via les réseaux sociaux, vous l'avez vu, et ça a été vraiment indispensable. Maintenir des liens de sociabilité, créer des temps collectifs, les réunir autour d'une activité commune, et puis travailler, ce sont des choses qui sont ressorties, le traumatisme des tests PCR, les parents l'ont beaucoup évoqué, donc travailler une approche un peu différente. Et pour les enfants plus jeunes, on retombe un petit peu sur les mêmes grands items, et là aussi discuter les tests salivaires. En conclusion,
un enjeu à limiter les inégalités, mais ça c'est notre réalité de terrain, donc c'est évidemment quelque chose qu'on travaille dès maintenant, et cette étude n'a fait qu'enrichir notre volonté d'accompagner le mieux possible les familles, si possible sans crise sanitaire, on est bien d'accord, et donc vraiment décliner les accompagnements en fonction des situations et en les anticipant. Si il devait y avoir une nouvelle crise, et ça c'était important quand même pour nous d'y réfléchir parce qu'on s'est tous retrouvés quand même en état de sidération, favoriser l'autonomie des familles et l'espace collectif en les inventant autrement, faire preuve de créativité dans les accompagnements, penser en termes de réseau, de ramification, et puis si possible harmoniser davantage les pratiques au sein des services de soins. Il y a un groupe de travail qui a été mis quasiment en temps réel au sein de notre Société française des cancers de l'enfant pour essayer de communiquer entre nous à l'échelle nationale, mais harmoniser des pratiques c'est jamais facile, mais c'est quelque chose qui devra être une piste d'amélioration si on se retrouvait dans une situation un peu similaire. Pour vous donner encore un exemple du service que peut rendre OncoPL, y compris sur des actions en faveur de la recherche. Accompagné de Yann Touchefeu. Bonjour à toutes et tous, d'abord on peut mettre au milieu. Bonjour, je suis Sarah Rivoil, chef de projet OncoPL. Et Yann Touchefeu, moi je suis patho-gastro, oncologie digestive. Voilà, et on va vous présenter un outil qui a été créé par OncoPL pour répondre aux attentes d'un petit groupe d'oncologues digestifs, dont tu vas nous parler. Bonjour à tous. C'est un peu une évidence, hein. Je pense que les patients et puis les médecins, on a tous besoin de savoir quelle est l'offre de recherche clinique autour de nous. C'est un besoin qui n'est pas facile à satisfaire parce que, vous savez, maintenant les essais, ça ouvre, ça ferme. Hein. On a des essais qui peuvent être ouverts 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. La France est souvent un des derniers pays à ouvrir un essai clinique. Donc voilà. C'est une difficulté de ces essais qui changent tout le temps. Alors évidemment, on a des RCP locales, on a des RCP régionales, on a des RCP interrégionales. Les RCP, c'est un bon moyen de se tenir au courant de l'offre clinique, mais en pratique, on ne va pas à toutes les RCP. On a un temps qui est assez limité. On ne présente pas forcément tous les patients tout le temps à RCP, parce que présenter un patient à RCP, c'est faire une fiche. Si c'est une RCP interrégionale, il faut aller sur les essais de Bretagne pour remplir sa fiche, il faut avoir les codes d'accès. Bon, c'est pas toujours simple d'inscrire des RCP quand on veut aller au-delà de notre zone de confort. Et puis c'est pas toujours hyper raison non plus de dire à un patient, bon là vous progressez, en pratique standard, il n'y a pas vraiment de traitement pour vous, mais je vais me renseigner, puis je vous rappelle dans 15 jours parce que je vous passe dans différentes RCP. Donc il y a un vrai besoin d'être informé un peu en temps réel de l'offre de recherche clinique. On a, je pense, assez tendance à oublier qu'il n'y a pas que quelques centres en France ou dans l'Ouest qui ont de la recherche clinique. Alors si je parle je suis nantais, donc autour de Nantes, proche de Nantes, il y a de la recherche clinique à l'ICO, il y a de la recherche clinique au CHU, il y a de la recherche clinique à l'hôpital privé du Confluent, il y a de la recherche clinique à La Roche-sur-Yon, il y a de la recherche clinique à Cholet, avec des essais qui ne sont pas tous les mêmes, mais c'est vrai qu'on peut, voilà, moi je suis un peu traumatisé par une patiente de 82 ans que j'ai adressée à Poitiers, parce que je connaissais David Touleron-Labache avec qui il avait l'essai. Et puis j'ai su 6 mois après qu'en fait l'essai était ouvert au Confluent, exactement le même, et que la patiente habitait à Saint-Sébastien-sur-Loire, et donc c'était un peu dommage d'avoir fait faire dans de Poitiers, je ne sais pas exactement combien c'est, mais c'était c'était une aberration, mais parce que je savais que c'était ouvert quelque part, donc c'est déjà bien. Je savais qu'il y avait des centres pas à l'autre bout de la France qui étaient ouverts, mais j'étais incapable je ne savais pas qu'il était ouvert à 500 mètres. Enfin, c'était entre le CHU et le Confluent, il faut à peu près 120 km. Et donc ce besoin, il était assez réel, je pense, de se tenir informé. Alors, à la base, on avait un board sur un autre sujet. J'avais demandé à mettre à l'ordre du jour de cette petite réunion l'accès aux essais cliniques près de chez nous.
Donc là, il y avait Hélène Sénélard de l'ICO, il y avait Yu Englam et Lucie Duval de Cholet, il y avait Elodie Ménager de La Roche, il y avait Benjamin Lineau du Confluent et Catherine Ilésa de Saint-Nazaire. On a un peu profité d'être un peu réunis pour se dire comment ça marche pas trop. Alors évidemment, on va pas sur le site de l'INCa parce que moi, il y a encore un essai qui est fermé depuis 6 ans qui est toujours annoncé ouvert, donc ça marche pas. On s'est dit, bah oui, on peut s'appeler, on peut s'envoyer des SMS, c'est ce qu'on fait toujours, mais c'est pas idéal. J'avais soumis un groupe WhatsApp, donc j'ai eu un nom général, sinon l'impact sur la vie privée commence à devenir un peu sur la notif à 23h30 en train de dormir. Et donc l'idée c'était d'avoir un outil qui permettait d'être au courant des essais ouverts avec facilement disponible et puis sans budget, je dois dire ça. Ouais, il n'y a pas de budget, c'est aussi simple, parce qu'on pourrait se dire qu'on aurait pu se lancer dans une super application, mais c'est là pour un premier temps, c'était développer quelque chose avec 0 €. Enfin, ça c'est. Après, je vois la remarque, vous avez fait une application. Pour l'instant, ça peut y avoir des versions 2 et des versions 3, mais là c'est la version gratuite en fait. Et donc, suite à cette réunion, c'est Catherine Ilésa, pour refaire un peu l'histoire, je raconte un peu, mais qui s'est dit, je m'en occupe et je vois avec Fabienne Empereur et on met ça en place. Et donc, construire un essai gratuitement en COPL, voilà, il faut avoir le réflexe. Non mais donc voilà, effectivement, Catherine nous a contactés pour voilà, demander si on pouvait proposer un projet qui pourrait répondre à toutes ces demandes. Et donc effectivement, on s'est dit qu'il fallait qu'on ait un outil qui permette aux oncologues d'être mieux informés sur les essais cliniques existants en oncologie digestive, et puis surtout de pouvoir mieux impliquer les patients et leur proposer des essais qui soient adaptés au plus proche de chez eux pour éviter justement d'aller à Poitiers. Et donc on a décidé de construire un annuaire accès rapide aux essais cliniques en oncologie digestive. Donc pour ça, on a commencé dans un premier temps à constituer un groupe de travail. Bon, ce qui était facile, c'est qu'on avait un petit groupe d'oncologues digestifs déjà très motivés. On leur a demandé de faire jouer leur réseau et de contacter les confrères et les consoeurs pour intégrer ce groupe de travail. Et puis on a demandé à chaque établissement mettant en place des essais cliniques en oncologie digestive de désigner un binôme oncologue et ARC qui soit référent en fait dans le groupe de travail pour ce projet. Et puis ce petit groupe de travail a défini le format de l'annuaire. Donc on vous le présentera un peu plus en détail après. À la suite de ça, on a demandé à chaque binôme de compléter l'annuaire avec les propres essais en cours dans leur établissement, et puis de signer une charte d'engagement d'actualisation de l'annuaire, ce qui est très important. Donc nous, en COPL, tous les 6 mois, on contacte les centres pour savoir s'ils ont besoin de réactualiser leurs essais cliniques, donc s'il y a besoin d'en ajouter, de modifier ceux qui sont en cours ou de supprimer ceux qui ont été fermés. Et pour les établissements qui ont une activité un petit peu plus importante en termes d'essais cliniques, on leur demande de jouer le jeu et de revenir directement vers nous en nous donnant leur actualisation des essais cliniques pour essayer d'avoir un annuaire vraiment le plus à jour possible. C'est donc pas un annuaire qui s'actualise tous les 6 mois, sinon on perd complètement l'avantage du métier. Contrairement à l'INCa. Tous les 15 jours ou tous les mois, et là, il faut que les ARC jouent le jeu. Et on actualise un peu en temps réel l'annuaire. Voilà, c'est ça. Et c'était vraiment tout l'intérêt de pouvoir compter sur l'implication des membres du groupe de travail, des ARC, et nous accompagner à faire ce gros travail d'actualisation, mais pour pouvoir proposer un outil le plus à jour possible et qui réponde le mieux aux attentes. Et donc, cet annuaire, on a décidé de l'intégrer sur une page outil qu'on a créée sur le site internet de COPL, avec une petite note explicative, donc le fameux annuaire, et une fiche d'utilisation pour ceux qui sont un peu moins à l'aise avec l'informatique. On a fait une phase de test auprès des membres du groupe de travail, notamment le tester en consultation ou RCP, pour savoir s'il était simple d'utilisation et compréhensible, et les retours ont été positifs. Donc on s'est dit, allez banco, on n'a qu'à le diffuser. Présentation à la journée régionale des 3C en juin 2022, et puis en juillet, on a diffusé cette page outil à tous les 3C et aux responsables des RCP gastro-entérologie et hépato de la région. Vient donc le moment de la présentation de l'annuaire. C'est parti. Je crois que c'est une application là. C'est pour montrer que vous pouvez aussi bien l'utiliser en format page mobile que sur l'ordinateur. Donc ce qui est bien, c'est que on y a accès sans les mots de passe. Moi, j'ai tendance à toujours oublier mes mots de passe. Donc, on va sur la page et on n'est pas obligé de rentrer avec ses mots de passe. On va dans l'annuaire et
on a l'accès directement à la page, tableau Excel. Donc, la fameuse page sans pub, il faut vraiment avoir... Oui, c'est ça, ce petit bateau. Et 20 minutes, c'est les sponsors. Non, mais donc du coup, voilà, ce qu'il faut avoir en tête, par contre, c'est qu'il faut avoir le réflexe d'aller sur cette page outils sur le site d'OncoPL, puisque c'est vraiment que sur cette page que vous aurez l'annuaire actualisé. Donc, comme je vous le disais, petit contexte, d'explication autour du projet, l'annuaire, sur lequel je vais cliquer juste après, et la fiche pratique d'utilisation, ainsi qu'une petite foire aux questions. Voilà. Donc, je clique sur l'annuaire qui se télécharge directement sur mon ordinateur. Je l'ouvre. Hop, j'active la modification en haut. C'est un message que vous avez en permanence, c'est pour être sûr que ce ne soit pas un fichier dangereux, et il ne l'est pas. Voilà, et donc on arrive sur cet annuaire, voilà, qui est un simple fichier Excel comme vous pouvez le voir, un tableau avec une mise en page pas forcément très travaillée, mais c'était le but, qu'on puisse avoir l'information vraiment très rapidement. Et donc comme je vous le disais tout à l'heure, le groupe de travail a défini le contenu, donc avec l'organe, on a une liste spécifique d'organes, donc canal anal, colorectal, estomac, foie, intestin grêle, oesophage, pancréas, péritoine, tumeur endocrine et voie biliaire. Ensuite, à côté, la ligne de traitement, le titre de l'essai, l'intitulé, la typologie du patient, donc ça va correspondre à l'âge, mais pas l'âge numérique, donc ça va être enfant, adulte, senior. Et là, je mets ma petite casquette oncogériatrie. Les patients âgés sont peu intégrés dans les essais cliniques, donc le fait d'avoir l'information sur l'âge du patient, est-ce donc qu'il peut être intégré en essai clinique, on espère, permettra aux médecins d'avoir un petit peu plus le réflexe de les intégrer dans les essais. Ensuite, on retrouve le département où se situe le centre investigateur, le nom du centre investigateur, le nom du médecin investigateur, de l'arc référent, ainsi que les dates de début d'inclusion et de fin d'inclusion. Voilà. Et du coup, je propose à Yann de vous faire une démonstration en live, comme quand il est au boulot. T'as tout fait là? Bah non, C'est vrai que moi je fais pas tout, moi je sélectionne. Alors là, il n'y a que digestif hein, pour l'instant. Hein. Peut-être qu'il y aura plein de choses bientôt. Et bien, alors en RCP, on peut un peu tout ouvrir, mais par exemple, je peux regarder l'estomac, par exemple. Là j'ai pas l'habitude des petits claviers comme ça. Enfin, on va regarder l'estomac. Donc voilà, vous voyez, je décoche tout et je sélectionne estomac. Système de filtre qui m'affiche tous les essais pour estomac. Non, mais par exemple, on voit que ça c'est les ça m'a l'air à jour. On va pas regarder, mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'il y a des essais à Saint-Nazaire, au Confluent, au CHU, à l'ICO. Et il faut avoir l'idée qu'il y a un essai, une phase 3 avec l'olaparib chez les patients qui ont un déficit de la des homologues à La Roche-sur-Yon. Mais c'est vrai, s'il n'y a pas cet outil, on ne sait pas et on envoie le patient à l'IGR pour un essai de phase 1. Quoi. Alors si l'essai est ouvert dans 2 centres, il y a 2 lignes. Voilà. Tout à l'heure, il y avait 2 lignes sur... Je vais vous montrer si vous voulez. On imagine que le patient habite dans le département du Maine-et-Loire. Il y a des essais circulaires, par exemple. Il y a des essais où il y a 400 doublets, il y aura 4 lignes avec à chaque fois le nom du centre. Ah bah là, il n'y a plus. Mais... Non, c'est pas le même, c'est Socrate et Gastrox. Bref. Je vais mettre 40. Alors on peut sélectionner le département. Moi je pense pas. Ah voilà, c'est bon. Par exemple, donc Prodige 51 Gastbox est ouvert aussi bien à la clinique mutualiste de Saint-Nazaire qu'à l'hôpital privé du Confluent. Voilà, donc ça permet en fonction du lieu d'habitation du patient de choisir le centre qui sera le plus proche de son domicile aussi. Voilà. C'est le principe du circuit court. Voilà, exactement, le principe du circuit court. Tout à fait. Voilà, donc on vous invite à aller l'utiliser directement en ligne, prendre le temps de vous familiariser avec l'outil et le tester vous-même, ce sera un peu mieux qu'ici. Hop, je referme. Et ce qui est bien, c'est que dans la droite du tableau, donc il y a des coordonnées qui sont des vrais numéros avec quelqu'un qui répond. Enfin, qui répond ou pas, mais normalement c'est le vrai numéro. Et du coup, voilà, je te propose de faire ton petit retour d'expérience depuis que tu utilises l'annuaire. Donc en pratique, c'est assez simple, on peut l'ouvrir en début de RCP, à la consul, c'est un tableau Excel. Alors faut pas le télécharger une fois et puis le laisser sur son bureau, il faut aller le chercher sur le site à chaque fois, sinon vous aurez toujours une version périmée. Mais c'est en fait, voilà, il faut 2 minutes pour l'ouvrir et après, c'est assez simple en fait.
Comme ça, j'ai adressé des patients dans d'autres centres. Et on a la réponse tout de suite. Alors s'il n'y a rien, ça n'empêche pas qu'on peut aller présenter au RCP interrégional et envoyer le patient à Brest pour un essai, mais c'est vrai qu'il y a toute une ressource locale, départementale et régionale qu'en général on ne soupçonne pas. On a un peu l'image, s'il n'y a pas d'essai à Nantes, il faut aller à l'IGR ou aller vers à Lyon, et on a un peu des stéréotypes. Et je pense que c'est important de savoir qu'il y a beaucoup de centres qui font de la recherche clinique localement, qui la font bien, et il faut un peu prendre le réflexe de se dire que c'est moins loin d'aller pour un patient à La Roche-sur-Yon que d'aller à Paris, par exemple. C'est quoi ta question? Ah bah là ça fait depuis juillet qu'il a été diffusé, donc oui c'est ça, ça fait... Oui, d'accord. Oui, ça fonctionne, parce que voilà, effectivement, les professionnels jouent le jeu, donc sans ça on aurait du mal, mais Mathilde qui vient de récupérer le projet commence à le voir aussi, voilà, il y a tout, enfin on continue encore de s'améliorer là-dessus, et c'est vrai que là on s'est fait le constat l'autre jour que quand il y a par exemple un ARC qui donne l'information qu'un essai a été fermé, c'est vrai que s'il a été fermé dans d'autres centres, et bien à nous d'actualiser, même si finalement le binôme du centre n'est pas revenu vers nous, on peut quand même avoir ce réflexe pour vraiment avoir un annuaire à jour. C'est un réflexe assez naturel parce que quand on a un essai qui ferme, on n'aime jamais trop, c'est pas qu'on n'aime pas, mais on n'est jamais très à l'aise quand on nous appelle pour inclure un patient dans un essai qui est fermé depuis 2 mois, donc on aime bien que l'information qu'un essai fermé passe. Quand on fait une ouverture d'essai, on aime c'est pour inclure aussi, donc on aime bien aussi que l'information passe, donc il y a une motivation naturelle à mettre à jour cet annuaire. Il n'est pas vu comme une contrainte, mais comme un outil pour accélérer la diffusion. Et puis ce qui permet aussi de donner une visibilité aux plus petits centres, entre guillemets, que voilà, il n'y ait pas juste l'ICO et le CHU de Nantes, voilà, il y a aussi d'autres établissements, alors qui n'ont pas forcément une grosse liste d'essais, mais en attendant, ils sont quand même existants. Et c'est important. C'est plus grosse que ce qu'on pense quand on regarde. Oui, c'est vrai, et voilà, ça c'est un point fort. Voilà, bon, je pense qu'on est un peu à la bourre, donc j'avance, juste pour vous dire. Eh ben, transition parfaite, Estelle, voilà. Cet annuaire intéresse pas mal de médecins, et donc du coup voilà, en 2023 on va compléter l'annuaire notamment avec oncologie thoracique et urologique, et puis on a toujours en tête qu'on répond bien aux besoins et aux attentes des médecins, donc s'il y a besoin à un moment donné peut-être de faire évoluer le format de l'annuaire, on fera en sorte de prendre en compte les attentes des professionnels. Moi ce que je veux simplement dire c'est que au niveau d'OncoPL, on est un peu en retard sur la recherche, et c'est clair que par rapport à d'autres réseaux, c'était quelque chose qui était un petit peu embêtant. Et en fait, c'est un moyen d'approcher la recherche sur un problème pratique. Et si on veut vraiment que ça se fasse, moi je suis ravi parce que je suis même surpris du temps relativement court, donc ça montre qu'il y a une bonne efficacité, une bonne réactivité chez nous, mais je pense que pour l'année prochaine, il n'y a pas que 2 spécialités qui seront intéressées. Voilà. Mais nous sommes en train de discuter de notre CEPOM. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être, des suggestions? Estelle, tu avais des... Tu veux... Oui. Non mais sans rire, enfin, le fait de dire à 0 €, c'est vrai que c'est intéressant dans le sens où on n'a pas été développer une appli, etc. Alors, je crois que Sarah et Mathilde, vous avez assisté à une présentation qui a été faite par le réseau Onco Normandie, qui a une solution qui s'appelle Archimède, donc je pense que tout le monde connaît, qui est quelque chose de... Enfin, c'est vraiment un annuaire d'essai clinique hyper développé avec une appli. Ça fait... Après, c'est un peu la vie des réseaux. Les réseaux se sont tous un petit peu spécialisés, et on sait que le réseau Onco Normand était très versé sur la recherche clinique et les essais thérapeutiques. Ils ont beaucoup œuvré là-dessus, et ils ont un budget, ils ont du temps là-dessus. Donc nous, l'idée, c'est de répondre à une demande pratico-pratique. C'est pour ça qu'on l'a appelé annuaire accès rapide, dans le sens où ce tableau Excel, il n'y a pas moult d'informations. Après, c'est le téléphone et appel à un ami qui décroche, et puis il y a les mails. Enfin, ça aussi, c'est une richesse d'avoir des vrais noms et des vraies personnes au bout du téléphone. Et par contre, c'est pas vraiment 0 €, puisque c'est du temps humain. Et donc, si on veut déployer cet annuaire, et encore plus avec d'autres organes et d'autres projets, donc OPL, il nous faut des bras. Et des bras avec des gens au bout des bras. Et donc, c'est des gens
finances, salariés, et donc à un moment ou à un autre, il faut des sous. Voilà, voilà. Et donc le CEPOM 2023 sera signé en 2023.